Yves, si tu invites le Doc Mayou à ta radio, est-ce que tu crains pas qu'il va t'arriver ce qui est arrivé à d'autres? Tu vois, des fois, les réputations commencent à se bâtir. Tu vas te faire poursuivre. Il a participé au show tard. Il peut plus appeler au show tard. Toutes les places où il a passé, il s'est fait poursuivre. Il est dangereux, le Doc Mayou, Pierre. Il y a du vrai là-dedans. C'est que mon propos est acerbe et dérangeant. Alors, dans une société matriarcale, le propos dérangeant est inadmissible. Alors, c'est le propre de la société matriarcale que d'éteindre, d'étouffer, contrôler, censurer. C'est typique d'une société matriarcale. Alors oui, pour une société matriarcale, je suis un danger public. Alors, les matriarches n'ont qu'à bien se tenir tant que je serai vivant. Parce que tu ne changeras pas jamais. Jamais, oublie ça. Mon père est mort comme il avait toujours été à 81 ans et il avait le verbe acéré avec une 3e année. Imagine s'il avait été instruit. Si j'allais devant toi et que je disais, Pierre, académiquement parlant, tu as prouvé que tu avais en toi des capacités intellectuelles, allons-y à puissantes, puisque tu es psychiatre et que les études en médecine ne sont pas données à tout le monde. Il y a une capacité de mémorisation qui est exigée pour ce genre d'études. Il y a une discipline qui est exigée pour ce genre d'études que tous les êtres humains n'ont pas et ne peuvent se donner malgré tous les efforts. Alors, il est clair que tu es quelqu'un de brillant. Si je vais en avant de toi et que je dis, Pierre, est-ce qu'il y a des déclarations que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dites et que, après coup, avec le recul, tu t'es dit, ben effectivement, là-dessus, je suis allé un peu large. Est-ce qu'il y a le phénomène d'autocritique que va t'exiger la société matriarcale, évidemment? Ben écoute, au niveau de l'autocritique, non seulement je ne regrette aucun propos, mais je suis pas allé assez loin. Je me suis auto-censuré beaucoup trop. Lorsque j'ai déclaré que l'islam était un cancer de société, comme toutes les grandes religions, je savais ce que je disais. J'ai même pas eu encore la chance de m'expliquer là-dessus et de démontrer le bien fondé de mon affirmation. Pierre? Oui? Quand tu me dis « je ne regrette rien », il y a là une forme de liberté qui est enviée par tout le monde. Et quand tu parles de société matriarcale, qui sait si tu as raison? On se balade dans des grands slogans à raison de 2 à 3 jours avec une intensité très folle. On se trompe dans nos élans et on l'admet pas, on passe à d'autres choses. Une journée, c'est la violence policière au Québec, parce qu'un policier dit à un itinérant, je vais t'attacher après le poteau si j'ai une 5e plainte. Ou encore, on décolle sur le 1 H1N1. Et là, finalement, ils savent pas, ils sont tellement caves, ils nous invitent un spécialiste qui nous dit, écoutez, il y a rien d'alarmant là présentement. Mais eux, ils nous ont dit que c'était alarmant. Ils ont voulu redémarrer la manivelle puis le moteur du 1 H1N1. On part sur des vagues non fondées. C'est donc bien vrai. Mais inévitablement, si t'embarques pas dans le courant, t'es exclu. Et Pierre, si t'as des choses à dire, à partager, puis si t'as encore le goût de le faire, il faut que tu t'arranges pour trouver un canevas qui va permettre de te faire perdurer. Parce que si t'es exclu, tu peux plus le faire. Non, garde Yves, c'est que je suis, ma philosophie, mon attitude est très différente de ce que tu viens de dire. Je ne veux pas me trouver un canevas. Si je suis invité par toi, par d'autres, ou dans des conférences, par exemple, au mois de mars, je vais donner une conférence. Écoute, Yves, c'est important que je te partage ça. Oui. Je pense pas te l'avoir dit. Je vais être invité à donner une conférence au mois de mars à un groupe de professionnels de la santé dans un congrès provincial. C'est quand même tout qu'un honneur et un grand privilège. Alors, lorsque tu m'appelles, tu m'accordes le privilège, tu m'accordes un espace de parole. Ce n'est pas à moi à tanner le public avec mes propos, mes sorties, mes opinions, etc. Si je sens que le public, des petits groupes ou des grands groupes veulent mon opinion, je vais la partager. S'ils ne la veulent pas, je les écœurerai pas, par contre. Je t'ai déjà entendu dire, vous vouliez mon commentaire, vous avez payé pour mon commentaire, voici mon commentaire. Voilà,
T'as tout dit. Écoute, Si tu le veux, je vais te le donner. Si tu veux mon opinion sur l'itinérant et le policier, je vais te le donner, mon opinion. C'est sûr qu'on va parler de schizophrénie. Maintenant, si personne ne m'appelle là-dessus, je vais garder mon opinion pour moi. il y a là un flot de responsabilités et il faut porter nos culottes quand c'est le temps. Alors, on remet au Doc Mayou ses propos, mais on omet de dire que c'est nous qui avons appelé le Doc Mayou, puis qui avons couru après lui, puis qui l'avons sorti de l'écurie pour le déranger, puis demander son commentaire. Et aussitôt qu'il nous... Exactement, très bien dit. Et à tout le monde en parle. C'est pas moi qui... Je n'ai pas d'agent. Je n'ai jamais demandé à être invité à Tout le monde en parle pour parler de ce qui est enseigné à l'Université de Montréal concernant les différences de quotient intellectuel moyen interethnique. C'est pas moi qui a couru après ça. C'est pas moi qui a couru un matin après Paul Arcand et pour lui parler de racisme au Québec. C'est lui qui m'appelle, qui me réveille le matin à 6h15 et qui me dit « Pierre, ce matin, on va parler de racisme ». Je lui réponds, Paul, tu veux ma mort. Maintenant, ceci étant dit, Calvaire, il voulait parler de racisme, on va en parler, je vais te dire ce que je pense. Et là, ne pas que tout le monde est offensé. Mais oui, mais écoutez, vous m'appelez, vous me levez le matin pour que je vous donne mon opinion, puis après vous venez vous plaindre. C'est quoi cette affaire-là? Vous m'invitez, tout le monde en parle pour mieux me tomber dessus? C'est quoi cette affaire-là? Chez moi la paix si vous voulez pas mon opinion. Mais si vous m'appelez, vous allez l'avoir. Est-ce bien clair? Ça peut pas être plus clair que ça, Yves. Personnellement, je la veux, ton opinion. Personnellement, je te trouve intéressant. Personnellement, je te trouve bon en ondes et je l'ai déjà dit. Mais la grosse machine marche pareil, Pierre, même si c'est aussi évident qu'un cheval d'une salle de bain, ce qui se passe, et que souvent tes déclarations sont transformées à l'insu des auditeurs, hein, parce qu'on recrée un peu la réalité qu'on voudrait. Tu donnes une facette de ton opinion, puis elle est transformée et ça marche. Les gens sont inquiets. Hey, Yves, je pense que tu as parlé dernièrement de faire de quoi avec le Doc Mayou. Tu devrais faire attention. C'est un gars qui est poursuivi tout le temps, ça. Il va te faire... C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on va utiliser de plus en plus les tribunaux pour faire taire Mayou. Écoute, le Collège des médecins, ça fait 14 ans et demi qu'ils m'intentent des procédures pour me faire taire. 14 ans et demi. Et je suis radié, mais le 31, je vais aller représenter une requête pour obtenir un sursis de la radiation actuelle. J'en ai obtenu un, irradiation de 2 ans l'été dernier devant la Cour d'appel du Québec. Alors, oui, on tente désespérément d'utiliser des instances judiciaires pour me faire taire, c'est vrai. Mais c'est le lot de ma vie, c'est comme ça. C'est le prix à payer pour s'exprimer librement sur la place publique au Québec. Je ne m'attends pas dans tes interventions à ce que tu sois toujours en accord avec moi. Puis je te partage mon opinion puisque tu me parlais justement de l'intervention du policier et de l'itinérant. Et mon commentaire là-dessus, c'est que si je veux une police qui se tient et qui représente la loi et qui, au mieux de ses compétences, la fait représenter. Ce qu'on entend dans l'intervention, c'est que c'est la 5e fois qu'ils sont appelés pour le même individu. Et il dit, écoute, tu as le droit de faire ce que tu fais, mais ton verre, tu le gardes contre ton corps. T'as pas le droit de le brandir et d'harceler les gens. Si tu continues à faire ça, je vais t'attacher après le poteau. Il fait ça comme quelqu'un qui veut avertir une autre personne. Il dit pas qu'il va le faire. Ce que traduit nos médias, Québécois versus émotion incorporée, c'est de dire qu'il y a de la violence policière puis que c'est terrible ce que le policier est en train de faire. Moi, je crois que l'itinérant, avec les sources qu'il y a en notre société, s'il est dehors avec son verre en culotte courte, c'est qu'à quelque part, il y a une conscience chez lui qui joue au faire pitié, puis qui, à quelque part, va y faire tomber des scènes dans son verre. S'il veut de la chaleur, il peut en avoir. Et il y a une pauvreté psychologique chez lui également. Je vois pas le problème avec l'intervention policière. Alors, il y en a pas. Le problème n'est pas l'intervention policière. Si cet individu-là souffre de schizophrénie, et qu'il est délirant et halluciné, c'est pas au policier de s'occuper de lui. Où est le psychiatre qui l'a évalué la dernière fois? Quel genre de traitement a appliqué le psychiatre? Quelle efficacité thérapeutique a obtenu son psychiatre ou ses psychiatres?
C'est pas un problème policier, ça, c'est un problème de psychiatrie. Effectivement. Je trouve épouvantable qu'on tombe à bras raccourcis sur le policier, alors que de toute évidence, il y a affaire à un individu qui n'a pas toute sa tête. On est d'accord là-dessus? Ben oui. Et puis là, on demande aux policiers, gère-nous un psychotique. Oui. Il y a des médecins, psychiatres, qui gagnent 250 000 $ par année, rien de moins, salaire brut, pour s'occuper de cette personne-là. Ils s'en occupent pas. Et on s'amuse à radier Mailloux parce que il a voulu améliorer le sort des individus frappés de la même maladie que l'itinérant que vous avez vu. Alors, non seulement on met la responsabilité sur le dos du policier, mais on tombe à bras raccourcis sur Mailloux depuis 2006 parce qu'il a fait de son objectif professionnel l'amélioration du traitement à ces personnes-là. De toute beauté au Québec, quelle tribu, quel esprit tribal, pour ne pas dire esprit des cavernes. Ah, c'est pas fort, là. On blâme le policier pour l'incurie, l'insouciance de la psychiatrie, des psychiatres. Pierre, oui. Je voulais te parler justement parce que à travers les inquiétudes des auditeurs, il y avait cette question qui... En fait, il y en a deux. Mais je vais commencer par la première, celle dont je t'ai introduit hier, où j'ai dit, je voudrais que tu nous entretiennes, entre autres, sur la schizophrénie, puisque c'est une chose dont tu parles beaucoup et sur lesquelles tu t'es spécialisé. Et là, je voudrais que tu nous éduques un peu. Entre autres, dans les questions qui étaient posées, quelqu'un me demandait, et je l'ai devant moi, Yves, la schizophrénie, est-ce que c'est une souche qui n'est non avouée et qui est imperceptible en nous et qui peut s'éveiller un jour? Est-ce que nous l'avons tous et est-ce qu'elle s'éveille? Regardez, Yves, là-dessus, c'est très clair. La schizophrénie, c'est une maladie transmise par plusieurs gènes. Okay. C'est une maladie dont on peut hériter. OK? Si un schizophrène dans ma famille, dans ma lignée proche, j'ai des chances, moi aussi, d'en souffrir. Oui, surtout si... Bon, alors, garde, la génétique est la suivante. Si tu as un parent affecté, un enfant sur 10 peut être affecté par la schizophrénie. OK. Si les deux parents sont affectés par la schizophrénie, 4 enfants sur 10 vont être affectés par la maladie. C'est ça la transmissibilité génétique de la schizophrénie. Et tu peux avoir 2 parents sains, les 2 sont porteurs. Et là, tu pourrais avoir un enfant qui est atteint de schizophrénie. Ça arrive aussi. Elle est perceptible à quel endroit dans la strate d'âge d'un individu? En général, ça commence autour de... C'est une maladie du jeune adulte, 17, 18, 19 ans. Elle peut commencer à 14, rarement avant 14 ans. La moyenne, 16, 17, 18, puis rarement après 24 ans, pour le début de la maladie. Et comment elle se fait sentir et comment les parents doivent être en alerte et commencer à songer, à consulter? Quels sont les signes? Dans sa forme la plus évidente, c'est relativement facile, mais c'est pas toujours le cas. Autrement dit, il n'y a jamais 2 cas de schizophrénie pareil. Mais le plus souvent, l'individu perd sa concentration, s'isole, se met à délirer. Alors, il se met à parler, entendre des voix et à répondre à ces voix qu'il entend. Il va avoir des propos concernant le fait que le monde parle de lui, le monde le regarde, il est suivi par la police. Dépendamment des coins de la province, dépendamment des régions ou des pays, les délires peuvent varier. Alors, un délire, c'est une conviction, c'est une fausse croyance qui n'est pas partagée par l'entourage. Okay. Exemple, j'ai 2 anges sur mes épaules et ils me disent de tourner à droite ou à gauche. Alors, j'invente rien, là, c'est des patients, il y a toutes sortes de choses comme ça. Oui. Satan, avoir des visions, avoir des apparitions aussi. Entendre la voix de Dieu, de Marie, de Satan.
toutes ces choses-là. Alors, dans le centre du Québec, les délires sont principalement religieux. Dans la région de Montréal, c'est beaucoup plus là, les étoiles, pas les étoiles filantes, mais les vaisseaux, là, les vaisseaux dans les airs, là, les extraterrestres. Les vaisseaux spatiaux. Les extraterrestres. Les extraterrestres qui arrivent dans une soucoupe volante. Bon. Soucoupe volante. Alors, il y a beaucoup de soucoupes volantes dans certaines régions, etc. Alors, c'est une sorte de fausse croyance comme ça qui est déclenchée par la maladie. Alors, c'est une maladie qui vous fait croire à des choses qui n'existent pas, avec hallucinations auditives principalement, c'est-à-dire entendre des voix. Et il y a un pourcentage qui ont aussi des visions. Alors, ils peuvent voir des fantômes, toutes sortes d'histoires comme ça. Et ils deviennent donc dysfonctionnels parce que tu disais au début, ils perdent leur concentration. Donc, au niveau de l'école et ces choses-là, ils ne peuvent plus suivre. Oui. Maintenant, concernant les proches, c'est pas évident parce qu'il y a des individus qui vont être atteints de schizophrénie qui ne parlent pas de tout ce que je viens de te dire. OK. Alors, tout ce qu'on va constater, c'est qu'il a lâché ses études, il a lâché son travail, il a lâché ses amis, il est retiré dans sa chambre, il fait plus rien. Alors, ça peut, je dis bien, ça peut être une manifestation d'un début de schizophrénie. Quand tu parles d'un début de schizophrénie, est-ce que je peux, par traitement, la freiner, la minimiser et la traiter? Oui. Ben oui. Alors, ça se traite avec des antipsychotiques. Et lorsque le diagnostic est fait de bonne heure, tôt, dans l'évolution de la maladie, c'est sûr que l'évolution est bien différente que d'attendre, que de laisser quelqu'un psychotique comme ton itinérant qui se drogue en plus pendant 20 ans. Après 20 ans, il est dur à traiter en tabarnouche. La maladie a fait ses ravages au cerveau. Combien, selon toi, après ton expertise, parce que tu as gravité depuis longtemps autour de ça, sont atteints de schizophrénie au Québec? Est-ce qu'il y a un nombre, un chiffre qui nous donnerait une image pour quantifier si c'est quelque chose de commun? Oui, au Québec, comme autour du globe, c'est 1 personne sur 100. Qui est atteinte de schizophrénie? 1 personne sur 100 autour du globe terrestre est atteinte de schizophrénie, peu importe le pays. Ça, c'est reconnu maintenant mondialement. Alors, la schizophrénie, dès que vous avez, promenez-vous, puis vous avez 100 personnes, là, il y en a une qui souffre de schizophrénie. Est-ce qu'il y a des schizophrénies de différentes... une schizophrénie légère, qui demeurera légère, une schizophrénie très forte, très lourde? 4 formes de schizophrénie, il y a 4 sous-types, et dans chacun des sous-types, oui, il y a des degrés. Par exemple, généralement, les hommes font la schizophrénie beaucoup plus fort, plus sévère que les femmes. Je dis bien généralement. Et dans sa forme paranoïde, les hommes qui sont atteints de schizophrénie paranoïde et qui ne sont pas traités sont beaucoup plus dangereux que les femmes qui souffrent de la même maladie et du même sous-type. Est-ce qu'un schizophrène déclaré et bien traité peut arriver à être fonctionnel en société? J'irais même jusqu'à dire, est-ce qu'il peut être performant? Oui. Alors, la schizophrénie est une maladie qui se traite. Il y a au moins le tiers des cas qu'avec un traitement vont être pas mal fonctionnels, pour ne pas dire normaux. OK? Alors, il y a de l'espoir. Il y en a un autre tiers qui peut osciller, puis il y en a un tiers qui sont très résistants au traitement habituel. D'où le traitement Mayou pour ce tiers résistant au traitement habituel. Ce que je veux dire par là, il s'agit de monter les doses, d'augmenter les doses d'antipsychotiques. Ce que j'ai fait dans ma carrière et ce qui a donné beaucoup de résultats intéressants, dont ne veut pas prendre connaissance le Collège des médecins du Québec. C'est là où ça a accroché, tu as bien spécifié, dans des cas lourds et profonds. Oui, lourd et sévère. Lourd et sévère. Oui, exact. Oui. Alors, moi, j'ai constaté très tôt dans ma carrière, dans mon apprentissage de psychiatre à l'Université McGill, quand j'étais jeune résident, que en augmentant les doses d'antipsychotiques dans les cas qui ne s'amélioraient pas avec le traitement habituel, ça améliorait plusieurs de ces cas-là.
Comment je fais pour distinguer une schizophrénie, par exemple, d'une dépression profonde où on va retrouver des symptômes similaires? Je te lis les questions que j'ai eues, là, parce que les gens en dépression vont se recroqueviller sur eux, vont s'isoler, vont devenir taciturnes, un peu comme l'est le schizophrène. Oui, ben, il peut y avoir, effectivement, ça devient, le diagnostic est un diagnostic clinique suite à une entrevue et le diagnostic n'aura de valeur que la valeur du clinicien. Okay. C'est-à-dire, un bon clinicien a plus de chances de porter un bon diagnostic entre la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive ou le trouble bipolaire et des dépressions profondes. Dans certains cas, ça peut être difficile, d'où l'importance de bien former les psychiatres, d'avoir des bonnes formations médicales continues, ce qui n'est pas évident. Alors, je déplore au Québec la formation, à mes yeux, à moi, inadéquate pour beaucoup de psychiatres qui auront à diagnostiquer et traiter la schizophrénie. La psychiatrie québécoise francophone a du retard au niveau du diagnostic et du traitement de la schizophrénie. Ça s'est amélioré depuis 20 ans, mais il y a encore du rattrapage par rapport au Québec anglophone à l'Université McGill. Je perds le nom du ministre qui l'a instauré il y a plusieurs années, mais quand est arrivé le phénomène de la désinstitutionnalisation... Oh, c'est Denis Lazure. Denis Lazure et compagnie. Denis Lazure et compagnie, qui étaient des psychanalystes avec Camille Lorrain. Ce sont eux qui ont entretenu le retard de formation des psychiatres dans le traitement de la schizophrénie au Québec parce qu'ils étaient allés en France obtenir une formation en psychanalyse. Alors, la psychanalyse, dans le traitement de la schizophrénie, c'est 0 et une barre. C'est une maladie comme le diabète qui se traite avec une médication. OK, faut pas tu peux pas guérir ça. C'est pas une psychanalyse, en fait. C'est pas à parler et à faire se mouvoir des sentiments que tu vas régler le problème. Il est bio, à quelque part, le problème de la schizophrénie. C'est ça. C'est un problème biologique. Et dans les années 1970, à l'Université de Montréal, on continuait d'essayer de traiter la schizophrénie avec une approche analytique, avec la psychanalyse, alors que du côté de McGill, où j'étais en formation, on utilisait une médication. Alors, les résultats n'étaient pas les mêmes. Et ça a pris beaucoup de temps à l'Université de Montréal, Camille Lorrain et compagnie, avant de réaliser que leur traitement ne valait rien. Quand je parlais de la désinstitutionnalisation, est-ce que tu crois que le fait de ne pas garder en clinique des gens schizophrènes et croyant que les retourner en société va promouvoir davantage puis faciliter leur réintégration, c'était un plus? D'où vient cette décision-là? Est-ce qu'elle est nécessairement bonne? Je crains que non. Elle vient de la découverte du Largactil en 1957. OK. 1954 par Laborit. Et le Largactil, qui a été le premier antipsychotique, la chlorpromazine ou Largactil, ça a été le premier antipsychotique découvert. Et c'était miraculeux. Alors, il y a beaucoup de patients qui étaient internés, qui arrêtaient, qui cessaient de délirer et d'être hallucinés, ou qui l'étaient beaucoup moins, au point qu'ils pouvaient vivre en société. Okay. Alors, c'était le début de la désinstitutionnalisation de beaucoup de patients psychiatriques. Maintenant, les traitements dans la communauté n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'au Québec, il n'y a pas suffisamment de psychiatres qui se sont intéressés au traitement des gros cas de schizophrénie. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que j'en ai fait un objectif professionnel d'améliorer le traitement des gros cas de schizophrénie dans la communauté. Est-ce que tu savais que ça fait 25 ans que je n'ai pas hospitalisé de patients psychiatriques? Ah, c'est très rare dans ma clientèle qu'un de mes patients va être hospitalisé. Pourquoi? Et ça n'a jamais été considéré par le Collège des médecins. Pourquoi? Parce que j'essaie d'améliorer le traitement.
de ces individus-là dans leur communauté, Yves. De ta période active, Pierre, où tu es psychiatre à ton bureau et que tu traites des gens, tu as combien de clients par année? Alors, écoute, j'avais, avant d'être radié, le printemps dernier, j'avais au moins 340 dossiers actifs. 340 personnes qui ne bénéficient plus des services d'un psychiatre présentement, là. Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que j'avais prévu la manœuvre d'expulsion de radiation de ma profession et j'ai 78 patients qui étaient aux mégadoses antipsychotiques, qui ont été vus par 14 confrères différents de ma région et tous se sont vus represcrire mon traitement. Duquel on te suspend. C'est fou un peu, là. Ben, c'est là que le bas blesse, évidemment, et c'est là que j'ai l'intention de gagner. Alors, mes patients sont bien installés, des psychiatres les ont vus, évalués, et les médecins de famille continuent à represcrire mes traitements. Et je devrais revenir à la fin du mois. J'ai des bonnes chances, le 31 janvier, j'ai des bonnes chances d'obtenir un sursis de radiation et de revenir en pratique. Sinon, ça va aller au plus tard le 1er mai. Dans le cas des traitements et des doses, je vais terminer là-dessus, au fur et à mesure que la technologie avance, que les compagnies pharmaceutiques, évidemment, veulent sortir un produit, parce qu'il y a une forme d'économie au bout de ça, comment tu fais pour valider l'arrivée d'un nouveau médicament qu'on va dire plus performant que celui que tu prescris présentement? Ouais, ben les nouveaux sont pas tellement plus performants que les anciens. Il n'y a pas eu, depuis 1954, très peu de progrès. C'est la même famille. Et okay. C'est une très bonne question que tu poses là. Alors, 1954, appliqué au Québec à partir de 1957, très peu de progrès depuis le Largactil, la fameuse chlorpromazine. Ce sont toutes des molécules similaires. OK. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Alors, les effets secondaires varient un peu. Il y a des différences de réponse individuelle. Parfois, on a avantage à en essayer une coupe. Mais le grand événement des neuroleptiques ou des antipsychotiques pour traiter la schizophrénie, c'est lorsqu'on a sorti les antipsychotiques en injection. Une piqûre par 2 semaines. Là, c'est tout qu'un événement. C'était le plus gros pas, c'est d'avoir mis ce produit-là dans une forme injectable longue action. Okay. Beaucoup de patients sont aidés par ça, beaucoup. Et la psychiatrie francophone au Québec utilise les neuroleptiques dépôt, c'est-à-dire les injections aux 2-3 semaines. Tu as pu percevoir que c'était plus efficace que la forme comprimée. Tellement plus pour beaucoup de patients, surtout ceux qui sont sévèrement atteints. Pierre Mailloux, merci. Encore le goût de le faire et encore plein de bonnes choses à dire. Merci, Pierre. Ça m'a fait plaisir, Yves. Bonne journée à toi. Docteur Pierre Mailloux qui était avec nous. Tirez vos conclusions sur ce qu'il vient de dire.